Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous aujourd'hui sur le stand de Bellit Bank à Jitex Africa. Euh, je suis très heureux d'animer cette table ronde qui est aujourd'hui consacrée à un sujet qui est devenu central pour le futur des services financiers. C'est l'alliance entre les banques et les écosystèmes fintech. En quoi est-ce que c'est aujourd'hui une alliance stratégique? Alors, pendant longtemps, on a très souvent opposé ou eu l'habitude d'opposer en fait les banques aux fintech dans une logique en fait de compétition. Et quand on regarde un peu sur les dernières années euh, dans les conférences, dans les forums spécialisés sur la tech, sur les fintech, les questions qui se posaient c'était principalement comment est-ce que en fait les fintech vont disrupter les banques, quelle part de leur chaîne de valeur finalement bancaire elles vont récupérer, est-ce qu'elles vont finalement finir par tuer les banques. Euh, Avec les années qui passent et au vu de l'expérience que l'on constate, finalement cette idée-là en fait elle a disons un peu mal vieilli et, euh, et, euh, et l'enjeu est aujourd'hui très différent, c'est très nuancé. On est moins sur une logique de banque contre fintech, on est beaucoup plus sur une logique de coopération entre les banques, entre les fintech. Donc la question finalement, aujourd'hui, on la prend plus par l'angle de comment est-ce que les banques et les fintech peuvent demain, ou même dès maintenant, réussir à construire des modèles qui soient plus simples, plus inclusifs et plus créateurs de valeur pour tout le monde, pour les clients finaux des banques et autres. Et ça, c'est un sujet qui est particulièrement important, notamment au Maroc et puis plus généralement en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on voit que les écosystèmes des startups ont beaucoup mûri quand on regarde un peu sur la dernière décennie. On a beaucoup d'enjeux en Afrique subsaharienne, mais aussi au Maroc. On parle d'une digitalisation évidemment qui est galopante. On parle de besoins clients qui sont de plus en plus exigeants, énormément de paiements électroniques, une inclusion financière qui reste encore avec une très forte marge de progression. Donc il y a un vrai enjeu. Classiquement, on a l'habitude de dire que les fintech, elles apportent, ou en tout cas elles se caractérisent par de l'agilité, par de la spécialisation, de la vitesse d'exécution, une meilleure orientation client. Et de l'autre côté, les banques, elles se focalisent plus, ou en tout cas elles apportent plus de la coopération, de la conformité, de la capacité à passer à l'échelle, de la distribution évidemment et de l'accès à un marché. Alors pour nous d'ailleurs, pour le Bellit Bank, ce n'est pas un sujet nouveau, ce n'est pas un sujet théorique. La collaboration avec les startups et les fintechs de manière générale est au centre de notre stratégie, notamment pour pouvoir continuer notre mission d'inclusion financière et développer les usages et les use cases. Alors ce que je vous propose qu'on fasse sur cette table ronde, on va essayer d'explorer ensemble trois points clés sur cette thématique. D'abord, pourquoi est-ce que l'alliance entre les banques et les fintechs est devenue stratégique? Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut concrètement construire un modèle réussi entre banques et fintech? C'est quoi les leviers? C'est quoi les freins? Et finalement, où se trouve la création de valeur ou les bons use cases ou les bons cas d'usage pour les prochaines années? Alors pour en discuter, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui d'un certain nombre d'acteurs et de professionnels qui incarnent bien finalement cette relation entre banque, fintech, partenariat technologique. J'ai avec nous aujourd'hui Madame Behia Bnis. Bonjour, donc vous êtes directrice marketing et communication externe de Bellit Bank. J'ai avec nous aussi Monsieur Mohamed Ismaili. Vous êtes directeur de la partie support, développement et la partie intégration de Bellit Bank. J'ai aussi le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Ahmed Moujahid. Donc, vous êtes CEO d'Ashipay, qui est une fintech marocaine spécialisée sur la partie WhatsApp et qui en fait un canal complet de vente, d'interaction client et de paiement pour les commerçants et les prestataires de services. Et puis j'ai avec nous aussi Monsieur Saad Kmo, qui est aussi CEO de Hsabati, une autre fintech marocaine qui propose aux TPE donc une plateforme digitale
de gestion d'entreprise qui inclut un certain nombre de services comme la facturation, la prospection, la gestion de projets, la gestion de stock, en tout cas qui leur simplifie la vie. Alors merci beaucoup à tous d'être avec nous aujourd'hui. Et donc pour entrer directement sur le vif du sujet, je vous propose qu'on démarre par une question simple, mais qui est centrale. C'est pourquoi aujourd'hui une banque elle a intérêt à travailler avec les fintechs, et pourquoi est-ce que finalement les fintechs elle a plus intérêt à travailler avec une banque ou avec des banques plutôt qu'avancer seule. Alors je vais démarrer avec vous, Madame Nunes. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'alliance entre une banque et des fintechs est devenue stratégique et même voire incontournable? Bonjour à tous. Merci Monsieur Khouroubi pour cette invitation. Je suis ravie d'être dans cette table ronde entourée par des partenaires qui sont justement là pour démontrer que aujourd'hui l'alliance entre la banque et les fintechs n'est plus une option. C'est devenu aujourd'hui une nécessité qui se justifie par le fait que les besoins des clients aujourd'hui évoluent. Les besoins de nos clients aujourd'hui sont également impactés par l'évolution technologique qu'ils peuvent percevoir sur les outils qu'eux-mêmes manipulent au quotidien, à savoir les smartphones, à savoir tous les outils auxquels ils sont aujourd'hui, qu'ils utilisent au quotidien. Et forcément, eh bien, ces clients finaux s'attendent à ce que l'usage des produits et services bancaires soit aussi simple que ce que leur permet de faire leur smartphone ou tout autre support digital. Donc aujourd'hui, on a entendu il y a quelques années, quand il y a eu l'essor des fintechs, une problématique que l'on retrouvait dans un bon nombre de tables rondes, justement, qui disait fintech banque menace. Voilà, bon, c'est les mots-clés. Hein, la formulation n'est pas celle-ci, mais les mots-clés qu'on retrouve et qui est finalement au centre de toutes ces problématiques formulées différemment par les différents supports, c'est banque fintech menace. Eh bien, l'expérience démontre que banque fintech, c'est très bien. Et c'est loin d'être une menace, c'est au contraire une synergie vertueuse. Une synergie vertueuse dans le sens où l'un et l'autre a des choses à apporter dans le cadre de cette mise en relation et de cette synergie. A quelque chose à apporter, la banque, elle a une histoire, elle a un socle technologique qui a été construit sur des années, elle a une assise réglementaire qui est là et qui lui donne une certaine légitimité sur beaucoup de sujets. Elle a la confiance. À travers sa présence, à travers la relation qu'elle entretient avec le client final qui finalement est lié à ses fonds, à son argent, à sa gestion du quotidien. Et donc la banque apporte tout ça. Elle apporte, elle apporte cette assise, elle apporte cette solidité qui va servir justement cette alliance. La fintech, quant à elle, apporte tout le contraire, j'ai envie de dire. Elle apporte de l'agilité, elle apporte de l'innovation, elle apporte de la souplesse. Et finalement, dans un marché qui est en mouvance continue, ce qui est intéressant, c'est justement pour nous, les banques, pour Elbel Bank notamment, c'est d'être dans le mouvement, de pouvoir s'adapter à l'évolution des attentes, de pouvoir s'adapter à l'évolution des usages et d'être là finalement pour apporter ce confort, apporter cette innovation au client final. Et c'est cette alliance qui va permettre justement, stratégiquement parlant, pour l'un et l'autre, de se positionner et toujours au service du client final. La technologie est quelque chose qui est très bien. La transformation digitale est quelque chose qui s'impose, mais elle doit se faire, elle doit avoir un sens. Elle doit être construite justement pour répondre à un besoin. Tout doit se faire d'abord en comprenant le besoin et en apportant des solutions pour répondre à ces besoins. De l'agilité, oui. De la simplicité, oui. De la praticité, de la sécurité. Tout ça, ce sont des éléments et des critères que nous apporte la FinTech, nous, en tant que banque, qui avons justement cette clientèle et qui avons besoin de l'agilité et de la souplesse des FinTech. Donc, on oublie le paradigme FinTech-banque menace et je pense que tous autour de cette table, on arrivera à la même conclusion. Et voilà, donc synergie parfaite au service du client final. Très bien, merci beaucoup, Madame Nice. Moi, ce que je retiens finalement de ce que vous nous dites, c'est que finalement cette alliance-là, en fait, stratégique, elle s'impose naturellement. C'est devenu une complémentarité naturelle.
parce que chacun en réalité a ses forces. Comme vous l'avez dit, effectivement, on est plutôt sur une logique de conformité, de structure, etc. Et puis la fintech va venir apporter justement ce côté d'agilité dans un contexte, comme vous l'avez rappelé, où on a besoin aujourd'hui de plus en plus de répondre plus rapidement aux besoins des clients qui évoluent et de manière la plus simple possible. Absolument. Et je pense que ça fait écho à beaucoup de sujets, même au sein de la banque, de l'Elbalit Bank en termes d'enjeux. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute maintenant le point de vue des fintech. Donc, je vous pose la question aussi, Moujahid. Vous, en tant que fintech, pourquoi est-ce que vous pensez, ou alors pourquoi est-ce que c'est plus intéressant pour une fintech de s'allier à une banque au lieu d'avancer seul? Et surtout, qu'est-ce que vous attendez concrètement d'un partenariat bancaire quand vous travaillez avec une banque? Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur Al-Kharoubi, pour l'invitation et déjà pour l'organisation de cette table ronde. Pour répondre en fait à la question, effectivement, je vais rebondir à ce qu'a dit Madame Benis. La première chose, je dirais, le stéréotype qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle fintech, c'est qu'elle va remplacer en fait la banque. Je pense que en fait, ça a été plus amplifié avec les médias et surtout avec des exemples comme Revolut, N26. Ils vont faire tout ce que la banque va faire. Et à un certain moment, il n'y aura que des fintechs et pas de banques, pour caricaturer un peu. La réalité, c'est tout autre chose, justement. En fait, pas toutes les banques sont Revolut et N26. Au contraire, justement, en fait, la réalité du terrain, elle fait en fait preuve qu'il y a énormément de choses et de complémentarité à faire entre banques et fintech. Déjà la banque, en fait, si je ne cite que deux, si on va faire deux catégories, en fait, le premier point qui a en fait son poids, qui est la réglementation, en fait. Le fait d'être un partenaire ou s'adosser à une banque, c'est déjà en fait de s'affranchir de tout le volet réglementaire et surtout de s'adosser en fait à toute la partie reporting réglementaire et surtout le framework et être justement légitime et avoir sa place sur le marché, chose qu'on ne va pas détailler puisque effectivement c'est assez flagrant justement par rapport à ce point-là, et ça donne justement à la fintech une force de frappe et surtout un gain de temps énorme pour pouvoir être opérationnel dès le premier jour du partenariat. Le deuxième point qui est très fort aussi, c'est la partie business cette fois. S'adosser à une banque, en fait, c'est un gage de confiance, surtout en fait vis-à-vis des clients de la fintech. Être adossé à une banque, c'est déjà en fait faire preuve de confiance, surtout on va dire les premiers jours, j'ose dire même légitimité par rapport à ses premiers clients, et surtout avoir accès à des synergies par rapport à toute la base clientèle de la banque. Donc déjà côté banque, en fait, c'est ce qu'on peut avoir et c'est vraiment en fait un accélérateur pour ces startups. Par contre, de l'autre côté, en fait, la fintech, ce qu'elle peut apporter, c'est vraiment en fait, une fois elle s'affranchit de ce volet réglementaire et cette justement, on va dire, lenteur par rapport au go-to-market, elle peut se concentrer sur ce qu'elle sait faire le mieux. C'est surtout se concentrer sur le produit pour qu'elle soit en fait beaucoup plus agile. Effectivement, Madame Benis l'a évoqué. C'est un point très très important en fait. Si on ne peut garder qu'un seul mot en fait par rapport à la start-up ou la fintech, c'est vraiment l'agilité, c'est la force de frappe, c'est cette proximité du terrain, surtout à travers cette approche de facilité de tester, tester, apprendre justement et surtout rapidement sortir avec cette formule justement d'avoir le vrai use case qui répond à une problématique qui est ressentie par rapport au client et qui est justement amplifié par rapport au levier de ce partenariat avec la banque. Le deuxième point, ce qu'elle peut apporter justement en plus de l'agilité, c'est cette proximité justement par rapport aux clients et surtout cette force de frappe en termes de digital, en termes d'utilisation, surtout de l'innovation, vu que par nature, en fait,
une start-up, c'est facile en fait lorsqu'on roule via un petit bateau qui est rapide. Donc c'est facile de tourner la direction et trouver que lorsqu'on est un gros bateau, lorsqu'on veut juste éviter justement quelque chose, ça prend plus de temps. Donc c'est vraiment cette synergie qui a tout son sens et qui crée une vraie synergie de part et d'autre. Et c'est vraiment un partenariat gagnant des deux côtés. Et c'est ce qui fait justement en fait cette relation qui dure dans le temps. C'est facile de signer des partenariats, mais vraiment le vrai défi, c'est de suivre les KPI, c'est d'évaluer justement à travers une périodicité, à travers une gouvernance, à travers le temps, pour avoir en fait la création de la valeur des deux côtés. Merci. Très clair, merci beaucoup aussi Moujahid. Alors, je me tourne vers Sigmou et je vous pose la même question avec votre casquette justement aussi de CEO Sabati. Votre point de vue sur bah, pourquoi il va mieux, je pense qu'on a bien compris pourquoi est-ce qu'il vaut mieux travailler avec une banque pour pouvoir un peu accélérer les choses. Surtout vous, qu'est-ce que vous attendez concrètement d'un partenariat bancaire, en tout cas un partenariat avec une banque? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Merci à tout le monde qui nous écoute. Ce qu'on attend d'un partenariat bancaire, il y a plusieurs éléments. Je pense qu'il n'y a aucune fintech qui se réveille le premier jour pour se dire « moi, je veux faire la queue devant le régulateur » pour commencer à lui donner du compliance, pour commencer à sortir une équipe de 20 juristes pour répondre aux besoins du régulateur, pour répondre aux besoins de la stabilité économique du pays, si on parle du Maroc, mais de manière générale, et avoir des garde-fous pour protéger le concitoyen et l'économie de manière générale. Donc la start-up, effectivement, elle est là pour aller vite. La banque, elle est là pas pour aller vite, mais pour aller avec un minimum de risque et pour aider les gens à répondre à des problématiques bien précises. Et malheureusement, ces deux choses-là sont antinomiques l'un à l'autre. On ne peut pas aller vite sans prendre de risques. Et en même temps, on ne peut pas répondre à l'ensemble des questions du consommateur sans essayer des choses, sans se planter, sans faire des choses qui ne marchent pas. Et elle est là, c'est pour ça que la start-up est là. La start-up est là pour tester, pour apprendre, pour corriger le tir, comme a dit Ahmed, pour changer de cap 10, 15, 20 fois avec un petit staff, pour reprendre les remontées clients, pas que sur le terrain, mais en temps réel, alors que la banque, c'est d'abord des agences qui reportent à une hiérarchie, qui reportent à une autre hiérarchie, qui reportent, comme j'ai dit, au régulateur. Donc il y a plusieurs niveaux. Et donc pour que l'information passe d'un niveau à l'autre, ça prend du temps, forcément. Et ce temps-là fait que le marché avance et le client n'est pas content, mais n'a pas réponse à son besoin. En plus de ça, la banque, c'est une grande institution. Une start-up, ça peut être une personne, ça peut être deux personnes. Ça veut dire que le coût d'acquisition et le coût pour servir le client est beaucoup plus important chez la banque que chez la start-up. Et donc, quand on veut adresser des populations, pas défavorisées, mais des populations où le revenu, ce qu'on appelle l'ARPU dans le jargon, mais le revenu moyen par client est beaucoup plus petit, sur certaines choses, ce n'est pas intéressant pour la banque. Pour une start-up, aujourd'hui, tu lui dis je vais générer 100 millions de dirhams, même pas d'EBITDA, mais juste de chiffre d'affaires supplémentaire, c'est magnifique. Pour une banque, c'est rien. Ouais, c'est bien, c'est top, mais ça ne va pas nous réveiller. On a d'autres. On doit faire de l'AML, on doit faire de l'antifraude. La start-up, elle doit faire du chiffre. Et donc, allier les deux est très difficile. Si j'essaie que de faire du chiffre, j'ai des risques AML. On a vu plein de gens qui se sont plantés, comme a dit Madame Benis, qui ont essayé d'être la banque tout en étant la start-up, et ils se sont plantés. Et donc, il faut ces garde-fous, il faut cet historique et ce knowledge de oui, non, si tu permets à tout le monde et n'importe qui de payer, ben, il y a de la fraude sur le paiement, il y a de la fraude sur certaines choses, et donc il ne faut pas payer les gens en instantané, il faut les payer sur un certain temps pour pouvoir faire les checks réglementaires, balle 1, balle 2, etc.
et donc voilà, c'est vraiment un mariage des deux qui fait que la combinaison marche. Donc clairement, merci beaucoup pour vos deux interventions. Du coup, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on est vraiment dans une logique de symbiose, quelque part, entre banque et fintech. On a tous les deux un intérêt commun à s'allier et à travailler ensemble pour créer de la valeur. Et finalement, en stand-alone, entre guillemets, la banque pourrait faire des choses, mais elle ne va pas aller au rythme, finalement, elle ne va pas aller au fond des sujets, notamment quand on est dans une logique d'obsession par rapport aux besoins clients. Et donc on a besoin d'itérer, comme vous dites, de tester, de repivoter, d'accepter aussi un peu l'échec et que ça n'est pas une finalité en soi, mais c'est juste un moyen d'aller encore un peu plus proche de la bonne solution. Donc c'est vraiment une logique de symbiose. Donc moi ce que je comprends, c'est que du point de vue d'une fintech, quand on s'adresse à une banque, on n'est absolument pas en train de chercher un client ou là, un contrat additionnel. On est en train de chercher quelqu'un qui va, entre guillemets, se mouiller avec nous, qui va nous donner la confiance, qui va nous mettre à disposition toute une plateforme au sens large, pour pouvoir, in fine, nous permettre vraiment de passer à l'échelle, d'arriver vraiment à industrialiser les sujets. Effectivement, vous avez raison, il y a plein d'exemples où aller chercher la petite valeur ajoutée additionnelle sur une rentabilité de client qui est extrêmement faible, si on n'a pas l'effet d'échelle, ça n'intéresse personne. Très clair. Et donc, la question derrière, elle est pour moi assez naturelle, c'est la question de l'exécution. Comment est-ce que, maintenant qu'on a compris pourquoi est-ce que c'est stratégique de collaborer ensemble, comment on fait pour que cette collaboration-là, elle réussisse concrètement dans la vraie vie? Donc pour ça, je me tourne vers vous, Sismaïni. De votre point de vue, avec votre casquette technique, SI, système d'information, où vous êtes finalement au contact finalement quotidien avec l'intégration avec les fintech, qu'est-ce qui fait, selon vous, la différence entre un partenariat fintech qui va rester au stade de POC, de MVP ou éventuellement de pilote, finalement qui va vivoter, d'un partenariat pour le coup qui va réussir à scaler et qui va être une vraie réussite? Bonjour tout le monde. Merci c'est Monsef de l'invitation. Alors, côté système d'information, donc la différence entre un POC qui reste à la rigueur une idée qu'on a peut-être évaluée et un projet qui va passer surtout à l'échelle et qui sera en exploitation, il y a, à mon sens, 5 éléments qu'on doit avoir dans cette configuration. Premièrement, c'est une question d'architecture. Donc, il faut qu'une bonne architecture qui sera implémentée. En général, dans un POC, on peut à la rigueur bricoler pour valider l'idée, etc. Mais en exploitation réelle, ça ne doit pas marcher de cette façon. Heureusement que la technologie le permet aujourd'hui. Il y a les API, il y a les gateways des API qui permettent de faire ce travail-là. Cette architecture, normalement, elle doit respecter un certain nombre de règles. Donc, il faut que les API soient standards, déjà. Il ne faut pas qu'à chaque, disons, fintech ou à chaque partenaire, on peut avoir redévelopper des API ou là faire quelque chose d'intégration spaghetti. Donc, ça ne marche pas comme ça. La deuxième condition en fait qui sera nécessaire pour ça, il faut déjà au niveau du corps bancaire qu'il soit isolé et ne pas l'impacter directement. Donc la gateway, il doit protéger en fait le corps banking, il doit implémenter tout ce qui est standard, tout ce qui est règles de sécurité. Donc ça c'est essentiel. Et hier, dans le panel de cybersécurité, on a parlé de ça. Et donc, ce qu'on a appelé la sécurité by design, donc qui permet de faire ce genre d'intégration facile. En plus de ça, il faut mettre, disons, un sandbox donc pour les fintech pour tester, qui sera isolé, donc via des données surtout anonymisées qui n'auront pas d'impact sur, disons, les clients, etc. Donc ça, c'est les éléments pour la partie architecture.
Donc on passe au deuxième point, c'est le point de sécurité et de conformité. Et donc on ne doit pas léser sur la partie sécurité, c'est essentiel et il doit être implémenté dès le départ. La même chose pour les éléments de conformité, donc c'est nécessaire, il faut les implémenter également, il faut penser dès le départ. Et d'ailleurs, le régulateur Banque Maghreb, donc il recommande énormément, il fait un suivi sur ces deux aspects. Donc déjà sur la partie cybersécurité, donc il faut qu'elle soit forte, c'est les conditions, il y a des audits qui se font de façon périodique. Deuxième élément, c'est une cartographie des risques qui est précise, avec des plans d'atténuation. Donc ces éléments au départ étaient surtout des contraintes, mais avec l'implication du régulateur, normalement ça devient un facteur d'accélération car ils sont adoptés des deux parties. Le troisième point, le troisième élément, c'est surtout la gouvernance de la donnée. Donc il faut dès le départ savoir quelle donnée sera utilisée, qui va l'utiliser et à quel niveau il sera contrôlé, de contrôle, donc qui va agir sur cette donnée, à quel niveau, c'est en lecture seule, en modification, en suppression, etc. Ça c'est essentiel, il faut qu'on ait une convention sur ces aspects-là avant de passer, disons, un projet carrément en exploitation. Le quatrième point, c'est, disons, la capacité que le projet soit mis en exploitation dans des conditions réelles. Donc, c'est une sorte d'industrialisation des process, car effectivement, un POC, elle permet de valider une idée, mais l'industrialisation, la mise en exploitation réelle, avec tout ce qui implique en termes de supervision, en termes de traitement des incidents, en termes de reporting, en termes de suivi. Ça, c'est ça qui va montrer la fiabilité de l'idée et de son utilisation dans le réel. Le cinquième point, et c'est le dernier, donc c'est surtout l'alignement entre les métiers et l'IT pour l'aider. Donc c'est une idée à la rigueur qui vient juste de l'IT et qui n'a pas de sponsoring fort, surtout au niveau des métiers, au niveau du directoire. Donc ça ne passe pas en général, ça reste une idée. Mais il faut bien sûr un alignement sur ces aspects-là. Il faut que tout le monde ait la même vision en commun pour réaliser ça. Donc grosso modo, en résumé, donc un POC effectivement, elle permet de vérifier une idée qui peut être intéressante, mais son industrialisation permet de montrer son fiabilité et peut-être sa pertinence pour la suite et l'utilisation dans l'environnement réel. Merci beaucoup Sismaïni, c'est très clair. Moi ce que je retiens c'est que finalement on a l'impression, en tout cas quand on est un peu pas dans le concret d'une collaboration entre une banque et une fintech, en règle générale ça se limite potentiellement à de l'ouverture de systèmes d'information, à mettre à disposition des API, etc. En fait pas du tout. Vraiment si on a envie de renforcer et de sécuriser entre guillemets l'exécution et lui donner toutes les chances de réussir, c'est vraiment il y a une vraie nécessité de mettre en place une plateforme plus globale, un cadre plus global qui soit évidemment sécurisé, alors évidemment ouvert, ça c'est une évidence, mais surtout sécurisé, qui soit robuste, industrialisable, vous en avez parlé, et avec effectivement une gouvernance qui ne se limite pas qu'à la casquette technique. Et là-dessus, je sais qu'au sein de la banque, on travaille avec des partenaires technologiques. On s'appuie sur certains partenaires technologiques qui nous permettent justement d'aller un peu plus vite. Alors, votre ressenti en tant que client quelque part de ce type de partenariat, quel rôle en fait jouent ces partenaires technologiques pour pouvoir rendre ces collaborations avec les fintechs la plus facile en termes d'exécution, en tout cas la plus sécurisée en termes d'exécution? Alors, effectivement, donc on a de l'expérience avec des fintechs, des startups. Et donc, l'intégration avec ces fintechs, donc elle se base sur, à la rigueur, des éléments que je vais citer. Premièrement,
c'est déjà l'architecture. On a dit de l'autre côté, donc côté banque, mais également au niveau de la solution de FinTech, il faut qu'elle soit bien pensée dès le départ. Deuxième élément, c'est la partie sécurité. C'est assez essentiel. Il faut la mettre dès le départ également. Il faut qu'elle soit robuste. En effet, pour la banque, on fait des audits de façon périodique. Il faut qu'on soit conforme. Donc, sinon, on a un régulateur qui suit, disons, tout ce qui est vulnérabilité, tout ce qui est audit, tout ce qui est cybersécurité. Il faut également qu'on ne soit pas exposé à travers la FinTech sur ces aspects-là. Le troisième point, c'est surtout la modularité. Donc, il faut que la solution, à la rigueur, présentée par la FinTech, il faut qu'elle soit modulable. Donc, en général, il faut qu'on augmente sur les deux sens, vertical mais également horizontal. Donc, vertical, c'est surtout, il faut qu'elle présente des performances importantes. Donc, justement, il faut passer à l'échelle. Et donc, pour passer à l'échelle, il faut que la montée en charge la solution doit se porter. La deuxième dimension, c'est surtout ajouter d'autres fonctionnalités. En général, on commence avec une idée, mais avec l'appétit vient en mangeant. Donc, dès qu'il y a les clients qui commencent à utiliser, ils commencent à avoir d'autres besoins. Il faut les intégrer rapidement. Et bien sûr, quatrième point, je devais la présenter au premier, c'est surtout l'agilité. Donc effectivement, il a été dit par Madame Bahia, par ses Moujahid, tout le monde. Donc effectivement, l'agilité, c'est important. Parce que le système d'information d'une banque, en général, c'est des mécanismes lourds qu'il faut modifier avec prudence et ne pas avoir des impacts sur la clientèle. Mais la FinTech, elle permet à la rigueur d'aller plus rapide et d'apporter cette agilité et de tester des idées qu'on peut intégrer ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Sismaïli. Donc, finalement, on voit que pour pouvoir réussir un modèle, l'innovation, finalement, elle se suffit pas elle-même. C'est pas l'idée la plus sophistiquée qui va nécessairement fonctionner, ou c'est pas le fait d'aller vite qui va faire en sorte que ça fonctionne, mais c'est vraiment comment est-ce que j'arrive à construire tout un dispositif qui va me permettre d'avoir cette capacité-là d'adoption et surtout de faire en sorte que j'ai un service qui fonctionne pour de vrai. Alors, depuis le début, on a parlé à différentes reprises d'un sujet particulier qui est extrêmement central et donc finalement on le sent quand on échange ensemble. J'ai entendu le mot de régulateur, j'ai entendu le mot de conformité, etc. C'est potentiellement des choses qui peuvent faire effectivement peur au FinTech. Quand on est dans l'environnement bancaire, c'est une question d'exécution extrêmement centrale. Du coup, je vous pose la question à vous, Sikmo, et même à vous, Moujahid, si vous le souhaitez. C'est quoi votre rapport en fait aujourd'hui en tant que FinTech Comment est-ce que vous arrivez à concilier justement cette notion-là d'exigence réglementaire avec l'innovation rapide, surtout quand vous travaillez dans le secteur bancaire qui est ultra régulé? Alors, tout d'abord, moi j'aime pas ce terme-là d'innovation. Parce que quand on parle d'innovation, on pense que le reste c'est du has-been, on est en train de créer quelque chose de nouveau. Non, l'innovation réelle, elle est incrémentale. Ça veut dire qu'on ne vient pas, en parlant de ce qu'avait dit Mme Benis, on ne vient pas pour disrupter, pour tout changer, tout oublier. Non, on va pas à pas. Et donc, pour le régulateur, c'est beaucoup plus tranquillisant que de venir de dire oui, ce que vous avez fait depuis 100 ans, c'est nul. On jette à la poubelle et on repart à zéro. C'est impossible. Donc, nous, en tant que FinTech, notre rôle est de proposer des choses, d'être confronté au marché, mais aussi de travailler main dans la main avec la banque pour dire, OK, on veut arriver à l'étape X, mais c'est quoi les étapes intermédiaires qu'on pourra faire qui vont nous permettre de monter en crescendo, pas en compétences, mais en valeur, voilà, sans tout détruire et sans faire peur et sans venir essayer de tout casser.
Parce que Aouchani, comme a été dit plusieurs fois, la banque, pour changer un contrat, pour changer une virgule sur un contrat, c'est tout un process. Et donc, si on vient et on lui dit non, 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 la troisième feuille, il faut la changer complètement, c'est impossible. Il faut y aller vraiment C'est pas dans la culture. Non, c'est pas dans la culture. Et ça ne doit pas être dans la culture. Parce que la banque, aujourd'hui, elle a un rôle central dans l'économie. La banque est là pour protéger, pour s'assurer. Aujourd'hui, on donne de l'argent, on fait nos dépôts dans la banque. Si la banque prend tout cet argent-là, mais va au casino, oui, elle peut faire x30. Mais elle peut faire, elle peut tout perdre. Voilà. Ouais. Donc, divisé par 30, exactement. Donc, il faut être conscient de ça. La start-up, et moi je parle, et c'est Emad aussi, j'imagine, à la même expérience, quand on parle énormément aux banques, il y a quelques années, il y avait beaucoup de réticences où on disait oui, on a fait un hackathon, on a ramené 200 jeunes, ils nous ont dit vous êtes nuls, on va vous montrer comment faire. Et non seulement ce qu'ils ont proposé n'a rien à voir avec la réalité, mais en plus de ça, il n'y a pas de suivi, il y a pas, donc il faut être là, il faut... Ouais, ouais. Pardon, au final, une start-up, elle doit être là au jour avec la banque. Il faut être main dans la main, ce que je voulais dire tout à l'heure. On a un dicton au Maroc qui dit elle peut faire un peu de bruit, mais si on peut faire du vrai bruit, du vrai changement, de la vraie, et je reviens à ça parce qu'au final, tout ce qui compte, c'est la valeur ajoutée qu'on donne au client. C'est la valeur qui est, c'est répondre aux besoins du client, parce qu'on peut avoir la plus belle des solutions, on peut faire on peut penser, imaginer des choses magnifiques. Mais si elle ne répond pas à un besoin, on perd du temps. Je vais juste ajouter effectivement un complément par rapport à ce qu'a dit Saad. Effectivement, juste via le prisme paiement, un cas d'usage qui est réel sur le terrain. Est-ce qu'on est en train de vivre justement via notre partenariat avec Al-Barid, c'est lorsqu'on parle de paiement justement au Maroc et on veut dynamiser justement les paiements électroniques, réduire le cash. Il y a un grand volet qui est le volet réglementaire et surtout la sécurité. La sécurité en fait qui fait que lorsqu'on a plus de sécurité, c'est un gage de confiance. La sécurité, elle va de pair avec la confiance. Si on veut augmenter la confiance, qui est un problème de fond, si on ose le dire justement dans notre société marocaine, parce que les gens utilisent le cash parce qu'ils ont moins confiance dans cette transaction, parce qu'ils ont peur d'être arnaqués, etc. C'est il va payer que lorsqu'il va recevoir réellement et vérifier de ses propres mains avant de payer. Donc là, pour nous, en fait, on a adopté en fait toute l'approche sécurité en étant certifié justement via les tiers de confiance, les différents schemes, faire aussi en fait les protocoles, les standards internationaux pour qu'on soit justement conforme aux exigences bancaires et réglementaires. Donc ça d'une part. D'autre part, en fait, via un monitoring qui est quotidien sur tout ce qui se fait en termes de transactions frauduleuses, en termes de en fait, monitoring des rejets qui ont été effectués et surtout en travaillant main dans la main justement avec les équipes techniques de la banque. C'est un volet pour nous, start-up, vie ou de mort justement. Parce qu'il y a une seule transaction frauduleuse et tous tes clients ne vont plus te faire confiance. On va avoir du mal à reconstruire derrière la confiance. Absolument. Donc finalement, c'est tout l'enjeu, puisque ça reste une question extrêmement centrale, la notion de conformité et sécurité pour une fintech. C'est un paradoxe, parce que c'est extrêmement central et c'est pas simple à appréhender. On n'a peut-être pas toujours les bons outils, le bon partenaire, et c'est peut-être pas dans notre ADN de le mettre. Mais tout l'enjeu finalement, c'est comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que ça ne soit pas un frein pour mon produit, dans ma conception, et comment est-ce que finalement je l'intègre très très tôt dans ma conception de produit. Tout à l'heure on parlait de sécurité by design. Je pense aussi qu'il y a une notion de conformité by design en réalité qu'on doit respecter quand on est dans le secteur de la fintech et qu'on a envie de s'adresser à un régulateur ou à une banque. Bon, très bien, merci beaucoup pour cette section-là.
Ce que je vous propose de faire maintenant, après avoir discuté de la logique stratégique, l'exécution et donc la conformité, j'aimerais maintenant qu'on adresse plutôt le volet cas d'usage. C'est-à-dire où est-ce que concrètement, dans le fond, on est capable de créer de la valeur ajoutée au Maroc dans des collaborations entre FinTech et banques pour les services financiers. On a très souvent été depuis toujours, et je pense que c'est naturel, même quand on regarde un peu l'historique de la FinTech en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, on est très souvent parti de la sphère un peu paiement, transfert d'argent, etc. Donc, je vous pose d'abord la question, Sikmo, si vous regardez avec votre casquette et tout votre background dans la dimension FinTech et services financiers de manière plus générale, quand vous regardez aussi ce qui se passe au Maroc, en Afrique subsaharienne, en Afrique de manière générale, ou même dans les pays émergents de manière générale, selon vous, c'est quoi les bons cas d'usage qui sont les plus prometteurs pour les prochaines années? Alors, bon, effectivement, il y a la question du paiement à cause du cash. Donc ça, c'est une question centrale qui est là depuis 10 ans et qui l'est toujours. Après, le cas d'usage qui nous intéresse, nous, qui est très important, c'est l'accès au financement pour les petites et moyennes structures. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les banques, malheureusement, n'ont pas accès à la bonne data pour les scorer. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de structure de coûts. Si on venait à les regarder et à essayer de comprendre et d'analyser le risque avec les mêmes process qu'on fait pour les grands groupes où on parle de centaines de millions de dirhams par exemple de financement et donc des fees très conséquentes, quand on parle de 20 000 dirhams, 50 000 dirhams de financement, on ne peut pas s'aligner. Ça devient le retour sur investissement pour la banque est non seulement inexistant, mais la banque perd de l'argent. Et donc aujourd'hui, la banque, de manière générale, à travers le monde, c'est pas qu'elle ne comprend pas la TPME, mais le marché de la TPME est tellement vaste, il est tellement différent qu'aujourd'hui, il leur est très difficile de l'adresser correctement. On parle de 5 000 milliards de dollars de manque de financement à travers les pays émergents pour les TPE uniquement. On parle de 50 millions de TPE en Afrique. Donc c'est quand même conséquent. On parle de 90% du tissu économique au Maroc. Et ces gens-là n'ont pas accès au financement. Ces gens-là sont étranglés au niveau du cash et ils ont un besoin réel d'oxygène pour grandir, pour travailler correctement. Et paradoxalement, effectivement, c'est le moteur de l'économie, finalement. C'est le vrai sous-jacent de l'économie dans beaucoup de pays. Le Maroc en fait partie. Et effectivement, c'est le secteur, quelque part, ou le segment qui est le mal desservi pour plein de raisons. Vous avez cité, on a des notions d'informel, de manque de connaissance de la donnée, etc., etc. Donc c'est clairement, effectivement, une zone en réalité de développement, d'innovation, d'aller chercher de la nouveauté et de la croissance qui est extrêmement importante. Et du coup, si on veut la réussir, évidemment, on va revenir sur la question de comment je le fais de manière la plus correcte possible et comment je sécurise cette exécution-là. Effectivement, parce que si je sors aujourd'hui, on est à Marrakech, je sors sur Jam el-Fna et je dis qui veut de l'argent, tout le monde va lever la main. Tout le monde veut de l'argent. Après, quand je dis ok, qu'est-ce qui me prouve que tu vas me rendre cet argent-là, bah, tout le monde descend la main. Bah, comment je vais dire et pour un banquier ou pour une fintech, c'est la même problématique. C'est juste que la fintech peut le faire à plus petite échelle et donc avec des structures de coûts plus adaptées et peut le faire peut-être plus rapidement et plus sécurisé vis-à-vis de la banque. Et donc c'est vraiment la grande bataille, elle est là, et pas que dans les pays émergents. Quand on regarde l'Europe, les États-Unis, la Chine, c'est des sujets qui sont toujours là. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de partir de modèles de scoring traditionnels à des modèles de scoring qui ont été innovés d'abord en Afrique. Pourquoi? Parce que on a accès maintenant de plus en plus à des sources de données alternatives, de meilleure qualité, qui sont moins frauduleuses et qui me permettent d'avoir un meilleur regard sur la santé financière de l'entreprise. Très clair. Merci beaucoup, Sikmo. Monsieur Moujahid, je vous pose aussi la question en tant que FinTech. Pour vous, les bons cas d'usage qui sont prometteurs à l'avenir, au Maroc ou d'ailleurs un peu plus largement en Afrique, pour vous, c'est lesquels? En fait, nous, si on parle du domaine des paiements au Maroc, pour le cas de Dashi, en fait, nous sommes partis du constat suivant. En fait, si on fait une lecture simple du marché,
du paiement, en fait, on trouve que le paiement électronique sont utilisés dans deux cas de figure. Donc c'est soit le client et le commerçant sont tous les deux présents à l'intérieur de la boutique et ils conviennent à la transaction d'achat. Et là, le canal, c'est le TPE. Donc le client, il paye par carte via le TPE. Donc ça, c'est vraiment les contraintes de ce premier cas de figure. Soit le client, il est à distance et il veut acheter un produit ou un service sur Internet, par exemple. Le seul canal qui existe, c'est le site web. Donc il navigue via le catalogue e-commerce, il choisit et il valide. Tous les autres cas d'usage, autres que ces deux cas, en fait, la seule utilisation de la carte, c'est il va introduire la carte sur le GAB pour retirer du cash pour payer ses achats. Et du coup, on trouve un contraste en fait au niveau. Au Maroc, on a un taux qui est élevé par rapport à tout ce qui est équipement de cartes, pénétration de cartes. Par contre, de l'autre côté, en termes d'acquisition et acceptation de paiement, il y a vraiment énormément de choses à faire. Nous, au sein de Dashi, en fait, on s'est focalisé sur deux cas d'usage. Le premier, c'est quand le client, en fait, physiquement, il veut payer devant, par exemple, soit le commerçant, soit un représentant du commerçant, comme le livreur, mais il ne se retrouve pas au niveau de magasin, par exemple. Il s'est fait commander à distance, il se fait livrer, mais il veut payer par carte. Et là, l'innovation, c'est ce qu'on appelle le Soft POS. C'est une application mobile qui est installée au niveau du smartphone et qui permet justement en fait, d'adresser ce cas d'usage bien précis et qui est actuellement desservi via le cash. Et côté client, en fait, ça présente un confort puisqu'il n'a pas à prévoir le montant exact du cash chez lui. Des fois, il n'est pas chez lui. Et aussi, de l'autre côté, le commerçant, ça l'affranchit et ça évite pour lui une gestion, un coût de traitement de cash, etc. Le deuxième cas de figure, et qui est tout aussi intéressant en fait, sur la réalité, on trouve que la plupart des transactions d'achat se font sur ce qu'on appelle le modèle conversationnel. Donc, concrètement, le client, il pose des questions soit sur les réseaux sociaux, soit sur WhatsApp. Il pose des questions, il convient, et il vérifie, il demande des photos tout ça avant de passer à l'acte d'achat. Et là, en fait, ça présente une friction au niveau du parcours client, puisque lorsqu'on parle de paiement, ce n'est pas un acte isolé, c'est vraiment une brique dans tout le parcours commercial. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, l'innovation. On traite tout le parcours client d'achat avec ce qu'on appelle une expérience d'achat et qui encourage justement aux différents cas d'usage d'utilisation de paiement. Donc, par rapport aux perspectives, en fait, on va avoir plus d'accessibilité, plus de personnalisation surtout, sur tout ce qu'on appelle en fait les achats, les petits achats du quotidien, où la carte de paiement, elle trouve ses limites vu le coût, en fait, la structure du coût qui est appliquée, et où le wallet ou le mobile money ou le paiement par QR card, il trouve toute sa place pour payer par exemple les petits montants au taxi, l'épicier, moul hanout, etc. Et même par la suite, on peut même parler de tout ce qu'on appelle agentic payment. Là maintenant, en fait, l'intelligence artificielle, elle avance à une vitesse qui, même nous, en fait, ça nous fait peur justement parce qu'on a peur d'être dépassé tous les jours. Il y a des innovations et aussi en fait sur l'axe paiement, on commence à voir des cas d'utilisation intéressants justement et qui présentent un confort surtout et une optimisation des coûts pour le client final. Très clair. Merci. Donc, je retiens donc du point de vue FinTech, il y a demain beaucoup de cas d'usage à développer parce qu'il y a un gisement de potentiel sur la dimension de la TPME, son accompagnement dans tout, que ce soit dans le financement ou dans la compréhension, dans son scoring, dans la récupération de sa data. Et donc aussi toute la partie comment je développe les usages, comment je vais plus loin encore
sur les usages du paiement, sur la notion du conversationnel, sur la notion aussi de social payment, parce que ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est au lieu d'aller, nous, services financiers, d'essayer de ramener les clients dans les applications mobiles chez nous, c'est plutôt d'aller là où les clients se situent, et en réalité, dans leurs usages, ils sont plutôt sur WhatsApp, sur Messenger, etc. etc. Donc, c'est très clair. Je me tourne vers Madame Nice pour avoir l'avis de la banquière. Donc, côté banque, pour vous, et aussi dans une logique de collaboration avec les fintechs, quels sont les bons cas d'usage qui vont, à votre sens, être amenés à être développés et qui ont le plus de chances d'être scalés demain, notamment dans l'écosystème et dans les problématiques, ou en tout cas les enjeux de l'embedded bank? Alors, je pense que le postulat de départ qu'on doit avoir, et là, je prends, comme vous l'avez dit, ma casquette de banquière, c'est la connaissance du besoin. Il faut partir du client. Encore une fois, la technologie ne doit pas s'imposer, la technologie doit répondre à un besoin, à une attente. Donc, c'est réellement un marketing ascendant qui doit se faire, un produit qui a été construit à la source et à la base du besoin du client. Et partant de là, les cas d'usage sont nombreux. Alors au niveau d'Embedded Bank, vous savez que nous avons une mission, celle de l'inclusion financière. L'inclusion financière pour le particulier et l'inclusion financière pour la très petite entreprise également. Donc partant de là, les cas d'usage sont nombreux. Pour le client particulier, eh bien, il a besoin d'être autonome, il a besoin de réaliser ses opérations à distance. Quand il le souhaite, vous savez, aujourd'hui, avec les technologies offertes par des solutions, ou là par les grands acteurs comme Microsoft, Google, etc., c'est at away, anytime, anywhere, any device. J'ai besoin de répondre à un besoin tout de suite, sans attendre. Et c'est ça qui fait la différence. Partant de là, donc il y a cette autonomie qui doit se développer, et donc les cas d'usage sont nombreux. Donner la possibilité, nous, vous savez, le Embedded Bank, nous adressons une clientèle sur tout le royaume, et donc nous sommes présents dans des localités qui sont souvent éloignées, et où le Embedded Bank est la seule banque qui est présente, qui souvent représente le service bancaire. Et donc on a cette mission à la fois de rester présent sur le terrain, mais également d'offrir des solutions simples et digitalisées. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Embedded Bank a été la première banque à lancer une application mobile au Maroc, dès 2014. Donc dès le lancement de la banque en 2010, eh bien, tout de suite, nous avons compris que le virage stratégique se faisait à travers la digitalisation. Et on se disait, en tout cas certains se disaient, que la digitalisation finalement n'est pas faite pour cette clientèle. Or, l'expérience là, a démontré le contraire. Aujourd'hui, l'adoption est énorme. Nous avons des millions d'opérations. En 2025, c'est 70 millions d'opérations qui ont transité par notre application mobile. Et donc, on observe un transfert de l'activité des agences bancaires vers l'application mobile. Et ça démontre encore une fois que inclusion financière, technologie vont de pair lorsque le besoin est appréhendé correctement. Sur le deuxième volet, qui est la très petite entreprise, donc un nouveau marché que nous appréhendons, qu'Embedded Bank appréhende depuis 2014 après l'obtention de l'agrément, eh bien, les besoins sont différents. Mais finalement, la logique reste la même. Il faut qu'on aille à la source et qu'on comprenne. Vous l'avez dit, Sigmund, c'est 90% du tissu économique marocain. Ce n'est pas négligeable. C'est une population qui n'est pas suffisamment adressée. Mais il ne s'agit pas de refaire la même chose, de reprendre les mêmes pratiques qui ont été faites par d'autres avant nous. Mais il s'agit d'abord de comprendre. Donc, la TPE, de quoi elle a besoin? Eh bien, elle a besoin de structurer son activité. Elle a besoin de maîtriser sa trésorerie. Donc, elle a besoin d'être autonome. Elle a besoin de se développer. Et donc, pour ça, il y a des solutions. Donc, avec Sabati, par exemple, nous avons travaillé sur des solutions qui permettent justement à cette très petite entreprise, eh bien, d'aborder un volet très formel en gérant sa trésorerie, en gérant ses opérations, en gérant ses stocks. Et nous venons apporter justement des solutions complémentaires qui viennent satisfaire et faire que le Embedded Bank sera la banque de cette très petite entreprise qui a été comprise. Sur le volet TPE, il y a aussi la digitalisation des paiements. Comme vous le disiez, Imad. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu de taille. Mais la digitalisation des paiements présente également certains freins, puisque ça existe depuis plusieurs années, mais ce n'est pas encore adopté.
Mais pourquoi ce n'est pas encore adopté? Eh bien, parce qu'il y a l'équipement, il y a la connexion, il y a un ensemble de critères qui font que pour l'adopter, eh bien, il faut avoir des prérequis. Aujourd'hui, le Ballet de Banque a été la première à lancer le soft POS. Et donc qui permet justement à ce commerçant de digitaliser ses paiements sans s'équiper d'un terminal de paiement électronique, mais à travers son smartphone, de manière simple, fluide, de manière totalement intuitive. Et voilà, donc finalement, les perspectives sont énormes, mais les perspectives se construisent d'abord d'une bonne connaissance du client et d'une vision. Dernier point, la data. La data est un point déterminant. Et on attend beaucoup des fintechs à ce niveau-là, dans le sens où l'usage, le développement de la pratique que nous observons aujourd'hui sur la place fait que le client final attend une personnalisation. Le client final ne souhaite pas être traité de la même manière dans la masse. Il souhaite traiter de manière personnalisée à travers ses préférences, à travers son usage de ses moyens de paiement, de son compte, etc. Et donc la data est stratégique. Je considère même que peut-être après la sécurité, c'est le deuxième volet le plus sensible et le plus important. Voilà, l'exploitation de la data, la personnalisation de la relation avec le client, voilà, autant de cas d'usage qui sont importants pour le Ballet de Banque et qui feront que ce virage stratégique aura du sens. Merci beaucoup, Madame Nice. Donc, je retiens paiement, usage, data, orientation client. C'est de là qu'on va réussir à faire naître les prochains use cases pertinents pour le segment, en tout cas pour le secteur bancaire. Alors, pour conclure, je vous propose à tous de faire un tour de table rapide, très concret, sur une seule question, ou allez, peut-être une double question, et je vous demanderai de répondre en une phrase ou deux, étant donné qu'on a, je pense, dépassé le temps qui était alloué à cette table ronde. Pour vous, très concrètement, quel est l'écueil qu'il faut qu'on évite quand on est dans une relation banque-fintech, de votre point de vue, soit banque, soit fintech, et comment est-ce que vous voyez justement la banque de demain quand elle arrive à éviter ce type de fintech, d'écueil-là? Alors, je commence par vous, Sikmo. Alors, ça va pas être simple. Merci, bonsoir. Non. Alors, la banque de demain, si on reprend tout ce qui a été dit aujourd'hui, la banque de demain, c'est vraiment une banque qui répond aux problématiques du quotidien du consommateur, qu'il soit entreprise ou personne physique, et vraiment l'accompagne sur des problématiques d'abord financières, mais des problématiques qui sont centrales à sa vie et centrales à son existence. Merci beaucoup. Sismaïni. Alors, à mon sens, moi je dirais le piège à éviter, c'est sous-estimer l'intégration, la phase d'intégration. En effet, on croit qu'on est sur des projets, des zones d'innovation, mais en pratique, on devient sur des projets d'intégration. Il faut une bonne architecture, il faut de la sécurité, il faut également la gouvernance, mais également la gestion de la data de façon correcte. Donc, si on utilise ça correctement, donc on rend le système d'information de la banque comme une plateforme qui permet de plugger à la rigueur les différentes idées des fintech et de rendre une bonne expérience aux clients, mais également des bons services pour la banque et pour les fintech. Merci beaucoup, Sismaïl. Simoujaïd, je vous pose la même question également. Moi, de ma part, en fait, je dirais plus la solution, au lieu de dire ce qu'il faut éviter, en fait, ce qui fait réussir surtout, c'est vraiment identifier dans ce partenariat un sponsorship très clair, un circuit de décision au niveau de la banque, que ce soit identifié, que ce soit en fait le circuit décisionnel qui est très clair et idéalement court. Le deuxième point, c'est surtout avoir des objectifs et un système d'évaluation qui est clair dans la durée. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, Madame Nice. Le meilleur pour la fin. Le mot de la fin. Le plus dur, j'ai envie de dire, vous avez tout dit.
Non, mais je pense que ce qui est à éviter, et je pense que je me répète un petit peu, ce qui est à éviter, c'est de standardiser les choses, c'est de prendre des solutions qui existent et les positionner de la même manière partout. C'est absolument ce qu'il faut éviter. Il faut réellement s'adapter au contexte, s'adapter aux besoins, s'adapter aux attentes, et je pense que c'est une guideline qu'on doit garder aussi bien nous, banques, que FinTech. L'idée d'une solution, c'est qu'elle soit adoptée, qu'elle soit utilisée et qu'elle s'inscrive dans le quotidien du client final. Et donc c'est là où la question doit se poser la synergie doit se faire en partant de cette base. Merci beaucoup. Donc, si je retiens bien, il faut éviter la lenteur de décision. Il faut donner évidemment toute sa place à la partie sécurité et conformité. Et il faut faire en sorte que la banque finalement... Alors évidemment, il faut aller dans une logique de personnalisation. Et il faut qu'on aille aussi dans une logique où la banque devient une vraie plateforme orchestratrice des use cases pour les fintechs. Alors, pour clôturer, merci à toutes et à tous déjà pour votre présence. S'il fallait qu'on retienne une seule idée de la discussion qu'on a eue aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, l'alliance entre les banques et les fintechs, c'est plus du tout, alors d'abord une compétition, mais d'abord, cette alliance-là, c'est plus du tout une option. C'est devenu incontournable et c'est devenu un vrai levier stratégique pour qu'on puisse répondre plus rapidement, plus simplement aux besoins des clients qui sont en constante évolution. Et pour qu'on puisse réussir ça repose sur 4 choses qui me semblent clés de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. D'abord, une vision commune entre banques et fintech, et qui est vraiment partagée entre les deux. Une vraie confiance mutuelle. Et donc, on revient sur les notions de sponsorship qu'on a entendues, etc. Donc, pas uniquement sur le papier ou dans les dires, mais dans les faits. Alors, évidemment, une exécution qui soit la plus solide possible et la plus travaillée et la plus complète, avec la notion de banque plateforme. Et enfin, une forte attention qui doit être donnée à l'usage client, aux besoins clients, à sa notion de personnalisation, qui est un peu de toute manière l'obsession des fintech. Et dans ce cadre-là, ce qu'il faut qu'on retienne, donc fintech, on retient que ça apporte de son côté la l'agilité, la capacité d'exécution, la forte orientation client. Et de l'autre côté, les banques, elles apportent la conformité, le capital confiance dont a besoin, on en a parlé au début, les fintech, l'accès à un marché, l'accès à de la distribution et du coup la capacité à passer à l'échelle. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos interventions et puis très bonne fin de salon.